Salut à tous, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour parler de cette marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Freakport. Je vous en ai parlé une première fois avec le FreakTube qui est un produit qui est très innovant et qui aujourd'hui arrive à être encore plus innovant avec une mise à jour. Alors le FreakTube c'est quoi? Eh bien c'est ce boîtier en aluminium avec dedans, donc il y a 4 lampes, 4 tubes qui permettent de saturer le signal audio en analogique. Et en fait l'avantage c'est que tout ça est branché à l'ordinateur en USB et que vous pouvez l'utiliser via un plugin pour en fait saturer votre son de manière analogique, exactement comme si vous le feriez avec un plugin classique. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Je vous ai donc déjà fait une vidéo très complète que je vous mets en description de cette vidéo si vous voulez aller en savoir plus sur le FreakTube. Et ensuite je vous avais fait une deuxième vidéo sur leur deuxième produit, le Freakin' Out, qui est en gros le même principe. C'est un boîtier qui vous permet cette fois de brancher ce que vous voulez en analogique dans votre studio, des compresseurs, des limiteurs, des EQ, des synthés, ce que vous voulez, et en fait de rendre l'utilisation du hardware très simple et de pouvoir l'intégrer de manière très transparente dans un dos. Et c'est vraiment devenu le meilleur ami de mon studio pour brancher tout mon hardware que vous voyez derrière. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Eh bien parce que Freakport a réussi à rajouter de l'innovation sur de l'innovation. Et oui, parce que déjà le FreakTube était en lui-même une grosse innovation et ils ont réussi à pousser le concept encore plus loin pour faire quelque chose de tout à fait génial, et on en parle tout de suite. Précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui ai décidé de la faire parce que je suis content de mettre en avant cette marque, je trouve qu'il mérite, et j'ai pris l'habitude de dialoguer avec Michael souvent par mail au sujet des versions bêta, etc. et de ce qu'il compte faire. Donc c'est avec plaisir que je les mets en avant, et donc il n'y a pas du tout de rémunération de leur part pour faire cette vidéo. Par contre, on vous fait plaisir puisqu'on vous offre pas mal de choses aujourd'hui. On vous offre 2 plugins qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, et on vous offre aussi 2 formations de MJ Tutoriel. Juste après vous avoir montré le plugin, je vous explique comment vous pouvez le gagner ainsi qu'une formation. Vous verrez, c'est très simple. Et donc on va voir pourquoi ce plugin est assez exceptionnel, puisque moi j'ai jamais vu ça. Vous me direz si jamais vous connaissez d'autres marques qui proposent ça, mais c'est quelque chose de tout à fait inédit pour 2 raisons. La première, on va le voir tout de suite, et la deuxième aussi, c'est la façon dont le plugin a été fabriqué. Je voulais m'arrêter en fin de vidéo juste pour vous expliquer comment on peut fabriquer un plugin, quelle a été la méthode qui a été choisie ici et pourquoi c'est intelligent d'avoir choisi cette méthode-là pour se rapprocher au plus près du son qu'il voulait obtenir. Donc pour les plus curieux, en fin de vidéo, il y aura cet aparté pour vous expliquer en gros quelles sont les différentes méthodes possibles pour fabriquer un plugin. Et bien voici le plugin qui vient de sortir à l'heure actuelle en bêta, qui s'appelle le FreakTube FT1 EMU, EMU comme émulation, et qui est un plugin d'émulation de saturation à lampe. Je vous fais écouter rapidement. Bon voilà, un plugin de saturation très classique. On peut ici changer les lampes pour avoir les modèles ici qui sont un peu plus doux, dédiés mastering, qui sont là peut-être un peu plus créatifs. Là je suis sur un plugin, vous voyez, tout à fait classique, vraiment là aucun problème, je suis dépendant d'aucun hardware ni rien. Et bien une fois que j'ai fait mes réglages, je peux faire quelque chose qui est complètement inédit. Moi j'ai jamais vu ça sur un plugin, c'est que je peux ici passer du mode digital au mode analogue. Et attention, c'est pas un mode analogue genre on est en train de simuler de l'analogique, c'est du vrai analogique, c'est-à-dire que quand je fais ça, le plugin se transforme en vrai hardware analogique puisque le son va dans ce boîtier et revient. Là donc ici en digital, le son passe par le plugin et par l'émulation des lampes. Donc je lance la lecture. J'appuie sur analogue. Et donc là, le son passe vraiment dans les lampes et on est sur du vrai son analogique alors qu'on était sur un plugin. Et vous voyez qu'on peut passer très facilement de l'un à l'autre. Là, je relance la lecture. Là, ici, je suis en analogue. Alors on va prendre du temps à essayer de comparer tout ça pour voir s'ils ont réussi à évidemment reproduire au plus près le son des lampes analogiques. Mais avant, je vais vous expliquer comment gagner ce plugin, puisque ce plugin sera bientôt en vente au prix d'à peu près 130 $. J'ai pas le prix définitif, en tout cas il sera à moins 30% au moment de la sortie. Donc vous pouvez bien sûr l'acquérir. Mais super nouvelle, c'est pour ça que je parle d'une mise à jour. Si vous avez acheté le hardware, le Freakport, vous pouvez accéder dès maintenant gratuitement à ce plugin. Donc c'est vraiment un cadeau qu'ils vous font parce que j'ai dialogué avec eux, ça a demandé beaucoup de temps et de coûts de développement. Donc ils vous l'offrent si jamais vous avez déjà acheté un Freakport. Et si vous comptez acheter un Freakport, vous pouvez utiliser mes liens affiliés en description. Ici par exemple chez Woodbrass, il est à 945 €. À partir de maintenant, si vous achetez un Freakport, vous avez le plugin qui est totalement inclus gratuitement. Donc ça c'est trop cool parce que je vous avoue que j'avais un petit peu peur et j'aurais compris la raison vu le travail qu'ils ont fourni, que le plugin soit payant avec un prix préférentiel pour ceux qui avaient déjà acheté le hardware. Eh bien non, il vous est offert, donc c'est pour ça que j'appelle ça une mise à jour, et une mise à jour gratuite, donc ça fait vraiment plaisir. Mais la troisième façon de se le procurer, c'est
participer au concours. Et bien pour fêter ce lancement et vous remercier, et bien Freakport vous offre 2 plugins, donc il y en a 2 à gagner. Et nous de notre côté avec MJ Tutoriel, on vous offre 2 formations, donc en tout il y a 4 lots à gagner. Pour participer, c'est très simple. Je vous mets 2 liens en description. Le premier, c'est que vous tombez ici et vous devez vous inscrire à la newsletter de Freakport. Il n'y aura pas de spam et vous pouvez vous désinscrire évidemment après le concours. Et ensuite, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire sur MJ Tuto and Friends. Donc c'est la page d'accueil ici. Vous allez tout en bas ici et vous inscrivez à la newsletter. Donc ça vous permet de participer au concours, mais aussi de débloquer 2 tutos offerts. Le premier, en vous inscrivant à la newsletter, vous avez les 7 erreurs du music producer où MJ vous explique quelles sont les grandes 7 erreurs à ne pas faire quand vous débutez dans la musique. Mais vous verrez que même si vous êtes déjà installé, il y a des choses qu'on continue à faire. Donc normalement, il est vendu au prix de 49 €, mais vous l'avez gratuitement si vous inscrivez à la newsletter. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit au site MJ Tuto, vous allez ici dans gratuit et vous pouvez accéder au top plugin de MJ. Il y a plus de 8 heures de contenu avec les plugins préférés de MJ. Vous voyez une longue liste. Voilà, puis c'est vraiment détaillé. Il suffit de l'ajouter dans votre panier et utiliser ce coupon Top Free pour l'obtenir gratuitement. Et donc, puisqu'on parle de saturation aujourd'hui, on vous offre le tuto d'MJ Tape Saturation Top Secret qui vaut normalement 79 €. Il y a 2 tutos à gagner et une fois que vous êtes inscrit aux 2 newsletters, pour participer, il suffit d'écrire en commentaire de cette vidéo le mot FreakTube avec une explication pourquoi vous voulez gagner le plugin FreakTube. Toutes les excuses sont bonnes, même les plus mauvaises. Mais marquez bien le mot FreakTube en commentaire puisque ça me permettra de faire en direct et en short le tirage au sort pour savoir quels sont les 4 gagnants. Bonne chance à vous pour ce concours. N'oubliez pas, inscrivez-vous aux 2 newsletters. N'oubliez pas de commenter avec le mot FreakTube et bonne chance à tous et merci à Freakport pour ce joli cadeau. Maintenant, on va voir en détail ce que ce plugin a dans le ventre et pourquoi il est important pour vous d'essayer de le gagner. Alors déjà, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt finalement d'avoir un mode digital si on peut aller en analogue ? Et a priori, l'analogue devrait être meilleur, on va le vérifier, mais pourquoi du coup utiliser le digital ? Bon, bonne question. La réponse est que de temps en temps, utiliser l'analogue, c'est pas toujours pratique, puisque, alors d'une part, parce que le boîtier doit être alimenté grâce à une prise de courant, donc il y a un transfo qui est fourni, qui est en 12 volts. Oui, parce que l'USB-C, malheureusement, peut pas fournir assez d'énergie pour faire fonctionner les lampes. Donc ça, il faut avoir une prise à côté, il faut qu'il soit branché en USB. Aussi, il faut que vous l'ayez avec vous. Il y a plein de cas où vous allez bosser en mobilité, vous êtes sur votre ordinateur portable, vous êtes sur votre canapé, en déplacement, pas dans votre studio, et vous n'avez pas forcément le Freakport à côté de vous et l'envie de le brancher. Donc la première solution, c'est ça, c'est je ne l'ai pas à côté, j'utilise le mode digital qui est ici, je fais mes réglages, et au moment où je veux exporter la musique de manière définitive pour faire le mix ou le mastering, là je passe en mode analogue, je fais mon export en temps réel, et c'est bon, j'ai la meilleure qualité possible, même si j'ai travaillé sans le boîtier à côté de moi. Donc ça c'est cool parce que je vous dis, vous êtes en train de bosser sur un projet et pour X raison vous pouvez pas brancher le boîtier, comme ça vous pouvez quand même mettre autant de plugins que vous voulez aux endroits que vous voulez, puis après une fois que c'est validé, vous pouvez printer ça en mode analogue. Et la deuxième, c'est que vous êtes limité techniquement au nombre de plugins que vous pouvez mettre si vous avez le hardware, puisque le hardware n'a que 4 lampes, donc ça fait 4 voix, donc vous pouvez avoir 2 stéréos, donc en mettant ces lampes ou ces lampes, donc ça fait 2 paires stéréo, ou alors avoir 4 monos, puisque vous pouvez très bien éteindre une lampe et en fait mettre 4 instances de plugins. Et donc ce seront des instances qui seront en mono, puisque ça passe que par une lampe. Et vous pouvez pas aller au-delà, sinon il faut acheter un autre boîtier. Alors c'est possible, vous pouvez ici brancher une deuxième unité, mais bon, ça nécessite d'acheter et de brancher un deuxième FreakTube. Et en fait, il y a plusieurs cas. Le premier, c'est que vous voulez utiliser le FreakTube sur les pistes les plus audibles, donc par exemple pourquoi pas le synthé lead ou pourquoi pas le master. Là c'est important d'avoir le meilleur son possible, donc le son analogue. Et en fait sur toutes les autres pistes qui sont peut-être un peu en arrière, où en fait le côté très proche de l'analogue et la meilleure qualité possible est un peu moins important, là si vous aimez le son de ce plugin et des tubes et que vous voulez donner une couleur générale à votre session, vous pouvez aller mettre autant de plugins que vous voulez en mode digital, là jusqu'à que votre CPU tienne le coup. Mais en tout cas, on en parlera tout à l'heure, le plugin a été bien optimisé. Au niveau CPU, franchement, ça se passe très bien. Et sinon, le troisième cas, c'est vous mettez des plugins en mode digital là où vous voulez, un peu partout, sur le master, sur les pistes, sur des groupes, etc. Vous réglez le plugin avec les réglages qui vont bien, etc. Et au moment où vous savez que la musique est terminée, vous voulez l'exporter pour le mastering, et c'est là où vous allez aller dans vos pistes. Au lieu de vous mettre en digital, vous mettez en analogue. Vous faites un print de la piste et après c'est bon, vous passez à la piste suivante, etc., etc. Donc ça permet surtout d'avoir une idée de ce que va donner le mix une fois qu'il y aura des instances placées un peu partout.
Donc là, ça permet de le valider sans forcément avoir à printer et faire vos réglages. Vous vous dites, je veux un peu plus de saturation, un peu moins. Bah non, finalement, le kick, il est trop saturé. Je vais aller saturer un peu plus la basse. Voilà. Vous faites de manière comme ça, avec un workflow très agréable, tel un plugin, eh bien, vos réglages de saturation. Et une fois que le mix entier est validé, eh bien, avec tous ces réglages, c'est là où vous décidez de tout printer, ce qui va vous faire gagner du temps et surtout ce qui va pouvoir vous donner envie de mettre ce plugin sur plus de pistes. Parce qu'encore une fois, quand vous avez le hardware, il faut d'abord le placer, il faut le printer, il faut aller le placer ailleurs, le printer. Et si ça se trouve, vous dites, bah non, finalement, le kick, il est trop saturé. Donc, il faut retourner en arrière, aller sur la piste de kick. Est-ce que vous avez sauvegardé, eh bien, l'état de la piste avant qu'elle soit printée? Pas forcément. Donc, il faut aller dans une sauvegarde du projet, restaurer la piste de kick avant qu'on la print, refaire les réglages. Enfin, et du coup, entre-temps, on a perdu des plugins parce qu'on avait rajouté des choses. Donc, vous voyez, en fait, ça peut rendre l'utilisation du hardware, et c'est toujours ce qui est compliqué avec le hardware, c'est que ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients, puisque le fait de printer, de ne pas pouvoir revenir en arrière, alors des fois, ça peut être bien, ça permet de prendre des décisions, mais de temps en temps aussi, voilà, qu'on est un peu pointilleux, on dit, ouais, finalement, un peu trop de saturation, je vais en enlever. Bon, si c'est encore à l'état de plugin, c'est super simple, on a juste à toucher un bouton et c'est réglé. Si c'était printé en analogue, comme je vous l'ai expliqué, ça peut décourager. Et à un moment, on peut se dire, bon, allez, finalement, ça m'a gonflé. J'utilise plus le hardware et je vais prendre un autre plugin de saturation parce que là, j'ai pas le temps de faire tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intelligent parce que je pense que Fragport a vraiment compris les frictions qu'il pouvait y avoir à utiliser du hardware analogique, c'est-à-dire le print, le recall, etc. Et ce plugin répond à ça, répond aux problèmes de recall, répond aux problèmes de print, répond aussi aux problèmes de multiples instances, puisque le problème d'un hardware, c'est qu'on peut mettre qu'un hardware sur une seule piste. Là, avec cette solution, en fait, on a encore une fois et encore un peu plus le meilleur des deux mondes, puisqu'on a de l'analogique qui se comporte exactement finalement comme un plugin. Et bien sûr, il y a également le cas où vous pouvez juste tout simplement acheter le plugin et l'utiliser comme un plugin classique de saturation. Au niveau du prix, on est complètement dans le prix de plugin de saturation premium. Je vous en avais déjà montré sur la chaîne qui était dans ces tarifs-là. Et vous pouvez l'utiliser comme un très bon plugin de saturation parce qu'on va le voir, il est très proche de l'analogique et ça, c'est quand même une performance. Et en plus, il a des fonctions très intéressantes que je vous ai montré déjà dans ma vidéo sur le Fragport. Donc, vous pouvez très bien utiliser le plugin de manière tout à fait classique. Et le jour où vous souhaitez aller plus loin, pourquoi pas acheter le hardware et remplacer en fait vos sessions qui auraient été faites avec la version digitale en version analogue. Et bien maintenant, on va voir à quel point l'émulation est proche du hardware, sachant que l'émulation de saturation, comme c'est analogique, d'autant plus à lampe, est quelque chose d'assez compliqué à faire. Donc, on va pas trop s'attarder sur les exemples et les fonctions du plugin, parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo vraiment dédiée uniquement au FragTube. Ici, le but, c'est juste de comparer et de pas aller chercher des exemples, parce que sinon la vidéo sera trop longue et c'est pas le but. Donc, sur cette piste ici, eh bien, j'ai mis le FragTube en mode digital, et sur cette piste ici, j'ai mis le FragTube en mode analogue. Voilà, et ça permet comme ça directement de pouvoir passer très rapidement de l'une à l'autre, alors que ici quand on passe de digital à analogue, il y a peut-être une seconde de blanc et ça permet alors par contre quand on passe de analogue à digital, c'est bon, c'est instantané, mais c'est le temps que le convertisseur se mette en marche, etc., que ça passe par les tubes, donc forcément il y a un petit temps et comme ça vous évite ici dans les comparaisons d'avoir un blanc. Même si c'est d'une seconde, des fois ça nous empêche de bien pouvoir faire les comparaisons. Donc évidemment j'ai mis les mêmes réglages sur les deux, vous pouvez le vérifier. Donc analogue, digital. On entend bien la saturation quand même. Je vais exagérer. Bon en tout cas quand on sature de manière comme ça, on va dire raisonnable, et qu'on reste dans les clous, moi je trouve que c'est quand même vachement proche, on est vraiment exactement sur la même vibe de saturation. On va tester avec ces réglages la deuxième paire de lampes, les 12 AT7. Alors là, il y a quelque chose que je voulais mettre en lumière, c'est que j'ai dû ici quand même tricher un peu entre guillemets, c'est-à-dire enlever ici un petit peu de gain. Vous voyez ici, je suis à -1
Et là, ici, je suis à -5. Je me suis rendu compte que pour le même type de saturation, eh bien, faut rentrer un peu plus fort dans le mode digital. Alors, ça, attention, parce que j'ai discuté avec les développeurs et en effet, ça peut être dû au fait que, eh bien, chaque hardware va être différent. Oui, parce qu'en fait, dedans, les lampes, moi, ça fait un petit moment que je l'utilise et les lampes, elles ont forcément vieilli, donc elles sonnent pas pareil que quand je les ai eues. Donc, c'est un moment, il faudra peut-être les changer, évidemment. Ce qui fait que, bah, il y a des variations qui vont arriver, notamment de volume, bah, qui sont inhérentes au fait que chaque hardware va sonner comme n'importe quel hardware analogique. Chaque hardware va sonner différemment. Quand ils ont modélisé le plugin, ils se sont basés sur un hardware qu'ils avaient sélectionné. Donc peut-être que chez eux, au niveau de l'entrée audio, comme ça, c'était très proche. En tout cas, chez moi, comme ça, il y a un gap. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais fait remonter. Ça pourrait être intéressant que dans la version digitale, eh bien, on ait un petit bouton de volume d'entrée qui permet de calibrer exactement le volume pour être sûr qu'on est au même volume, au même effet de saturation, qu'on soit en digital ou analogue. Ça, je sais pas si ça pourrait être implémenté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais après, j'ai testé, c'est quelque chose qui bouge pas, donc il suffit à l'oreille de faire votre calibration et de mettre un plugin comme ça de gain en entrée. En fait, selon si vous avez le hardware, selon votre hardware, eh bien vous affinez et en fait après ça bouge plus. Donc voilà, il suffit de le savoir. Sur Live, c'est facile, vous faites un groupe avec dedans un utility. Et vous savez que quand vous le mettez, il est déjà réglé. Et allez, on va pousser un petit peu fort. Donc je vais rajouter plus 18 dB comme ça de saturation. On va voir ce que ça donne ici sur l'analogue. Franchement, on est quand même vraiment sur la même vibe, hein. J'entends des petites différences, mais c'est le même type de saturation. Donc voilà, si vous commencez votre mix en mode digital et que vous passez en analogue, il y aura pas de surprise. Alors, je suis repassé ici sur les paires E8 3CC. On va écouter la différence avec le plus 18. Ah, je suis volontairement, j'exagère, hein. En général, on va pas chercher à saturer comme ça, sauf des effets très créatifs. Mais bon, là, on est quand même un petit peu à la limite. Et vous voyez quand même que ça reste très proche. Alors, si vous vous concentrez bien, je trouve forcément que sur la côté analogique, il y a un peu plus de vie, c'est-à-dire il y a des imperfections en fait qui se créent. C'est pas toujours la même saturation qui revient avec la boucle pourtant qui tourne et qui est courte. Alors que là, ici, c'est forcément un peu plus, on va dire légèrement plus linéaire, mais là, vraiment, je pinaille, hein. Franchement, on est proche. Alors par contre, c'est quand on commence ici à entrer dans des réglages un petit peu plus extrêmes. Là, ici, au niveau d'harmonique, je sais pas, je vais me mettre ici à 20. Donc là aussi, je me mets à 20. Je vous laisse écouter la différence. Alors vous voyez, il faudrait peut-être rééquilibrer en entrant un peu moins fort. Donc quand on va comme ça dans des extrêmes, forcément on s'éloigne parce que là on arrive un petit peu aux limites tout simplement de l'émulation. Et comme là on demande à faire une saturation qui est quand même très marquée. Là vous voyez, je me suis mis ici à des réglages, bien ici toujours extrêmes, mais là au niveau des harmoniques un peu plus gentil. Et il y a des différences, hein, je vous refais écouter. Oui, notamment là, le grave, il est quand même plus saturé, plus vivant. On va aller sur une autre boucle. Là, ici, j'ai pris une boucle avec vraiment un sub à un moment qui est plus évident à entendre. Je vous fais écouter. Concentrez-vous sur le sub. Alors là, j'ai un peu rééquilibré le niveau. Vous voyez ici, là, je suis toujours à -5. Là, ici, je suis à 0. J'entre un peu plus fort pour le faire un peu plus saturé. Vous voyez, c'est quand même beaucoup une question de niveau. Mais malgré tout, là, on sent que le sub, ici, on dirait qu'il y a un petit peu d'inertie. C'est-à-dire que le sub sature et continue à faire saturer les lampes avec l'inertie qu'elles ont. Alors que là, peut-être que ça calme un petit peu plus vite. On a plus ce truc qui est un peu plus prévisible, on va dire. Voilà, bon, c'est léger, hein, je pinaille, mais on est là pour ça. Mais vous aurez compris un petit peu les différences. Sauf qu'à chaque fois, je trouve qu'on reste toujours dans la même vibe. C'est ça qui est important. C'est pas exactement de coller à la saturation et d'avoir exactement la même, mais en tout cas, c'est d'avoir une même vibe de saturation parce que c'est ce qu'on cherche quand on veut saturer. C'est quand on veut faire de la saturation à lampe. On a envie, voilà, de cette saturation qui est très cracra, très vivante, très organique.
J'ai pris une autre boucle, ici je me suis mis sur des réglages un peu plus raisonnables. Et que c'est quand même très proche. Alors vous voyez que on n'y arrive pas tout à fait, et tant mieux, parce que sinon ça voudrait dire que si on y est totalement, eh bien le hardware n'a plus lieu d'être et il se serait tiré une balle dans le pied. Mais par contre, vous voyez que si je vais encore une fois dans des réglages extrêmes, c'est là où forcément l'écart se creuse. Alors là, regardez, ici j'ai activé l'equalizer qui permet de rajouter des filtres avant d'entrer dans les tubes. Là, je suis allé dans les extrêmes puisque je me suis mis ici à 100 Hz et j'ai rajouté 12 dB de gain avec une pente de 24 dB par octave. Volontairement, hein, j'ai exagéré. Mais écoutez, c'est intéressant d'entendre les différences entre le mode digital et analogue avec cet EQ qui est un EQ digital, qui est là dans le boîtier et là ici en plugin, mais ça reste un EQ numérique. Et bien écoutez la différence de son. Alors concentrez-vous sur la stéréo, c'est marrant justement, et on voit là l'intérêt des lampes aussi et d'un système comme ça, puisque là en fait on a une stéréo qui est créée. Pourquoi? Parce que en fait je suis en train d'abuser et de rentrer très fort dedans, et comme les lampes elles sont pas exactement fabriquées pareil, parce qu'il y a toujours des micro-changements au niveau forcément de la fabrication hardware de cette lampe, puis aussi du vieillissement, de la manière dont elle se comporte, etc. En fait chaque lampe sera un tout petit peu différente. Là justement quand je fais des réglages très importants comme ça, vu que la lampe qui est sur le canal droit n'est pas tout à fait pareil que la lampe du canal gauche, on a justement des effets de stéréo, puisque la stéréo c'est ça, c'est une différence entre le canal droit et gauche qui commence à se créer. Et là on l'entend très bien en fait, puisque ça, écoutez au casque, ce sera beaucoup plus parlant. Alors que sur le plugin, on a la stéréo qui reste droite. Oui, parce qu'en fait, les lampes qui ont été ici, on le verra dans la manière dont ça a été fabriqué, les lampes qui ont été émulées, à mon avis, c'est exactement les mêmes, ce qui fait qu'elles se comportent pareil. Et c'est là aussi l'intérêt du hardware, c'est justement les imperfections. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a un petit bouton de tilt qui va nous permettre éventuellement, si la lampe est un petit peu mal calibrée ou s'il y en a une qui vieillit plus vite, parce que par exemple, si on a l'habitude d'utiliser ce plugin en mono et qu'on utilise toujours la lampe 1, c'est-à-dire qu'elle va vieillir un peu plus vite et qu'elle pourrait perdre du gain. Donc on aurait comme ça besoin peut-être de compenser. Je vous fais écouter d'ailleurs. Ça c'est quelque chose qui n'existait pas quand je vous ai fait la vidéo sur le FracTube, ça a été rajouté après et c'est une bonne idée. On sent qu'il y a plus de volume dans l'une ou l'autre. Et ici, je me suis mis à 2000 au niveau de la fréquence. J'ai un petit peu baissé. Là, je suis à 12 dB par octave. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez qu'on commence à s'éloigner. Bon, encore une fois, là, je suis en train de le pousser à l'extrême, mais c'est le but de cette vidéo, c'est d'essayer de le pousser dans les retranchements pour voir ce que ça donne. Mais vous avez vu que quand on est dans des réglages tout à fait classiques pour de la saturation, franchement, la différence, elle est extrêmement faible. Et donc, bravo aux développeurs d'avoir réussi à s'approcher autant, puisqu'on l'avait vu dans ma première vidéo, parce que j'essayais de mettre plusieurs plugins de saturation face au FracTube, et on voyait que j'arrivais pas tout à fait au même résultat, et même on en était assez loin. Et là, je trouve vraiment qu'ils se sont approchés au plus proche du son de leur tube, en tout cas. À savoir que le système, en fait, ce n'est pas que les tubes qui donnent le son, c'est aussi tout ce qu'il y a là-dedans, puisque là-dedans, il y a un convertisseur, il y a des circuits, il y a des condensateurs, il y a des résistances, il y a plein de choses. Donc évidemment, c'est le son des tubes qui va donner la particularité du son, mais pas que, puisqu'il y a tout le reste. Et donc c'est pour ça que c'était un challenge de s'en rapprocher et de l'émuler. Puisqu'on va le voir, ils ont utilisé la bonne technique pour pouvoir créer ce plugin et se rapprocher au plus proche d'un hardware. Et là, on va voir justement quelles sont les différentes possibilités de créer un plugin et pourquoi celle qui a été choisie est forcément la meilleure dans ce cas-là. Alors la première, c'est les réponses impulsionnelles. Vous devez le connaître par rapport au reverb, les IR. En fait, là, c'est très simple. On va dans une cathédrale, on émet un bruit, on enregistre le résultat du bruit par rapport à la reverb. Et en fait, ça nous donne un fichier qui va servir au plugin pour reproduire le même type de son. L'avantage des réponses impulsionnelles, c'est que c'est des fichiers qui sont relativement faciles à capter, qui sont très réalistes et que ça marche pour des choses qui
sont linéaires, dans le sens où dans une cathédrale par exemple, une réverb est linéaire, c'est-à-dire que si vous émettez un son qui est bas, vous aurez exactement les mêmes caractéristiques que si vous émettez un son haut. C'est juste qu'en fait ils seront multipliés, mais en fait en gros la courbe elle est comme ça, elle est très droite et c'est juste une multiplication qui est facile à connaître. Et ça, petit aparté, mais c'est quelque chose que j'entends sur YouTube assez souvent, c'est que quand vous mettez dans votre studio un son faible ou un son fort, vous n'avez pas les mêmes phénomènes acoustiques, vous n'avez pas les mêmes problèmes acoustiques dans votre pièce. Alors c'est totalement faux. Alors il y a des petites exceptions, c'est que quand vous mettez très fort, il peut y avoir des choses qui rentrent en résonance, genre des pièces en métal, votre frigo, la baie vitrée, des choses comme ça. Mais en fait, à part ça, la pièce se comporte exactement pareil que vous mettiez fort ou doucement. Donc c'est le cas d'une reverb, c'est pour ça qu'une IR c'est pratique, puisqu'en fait c'est totalement linéaire. Mais le problème c'est que c'est valable que pour des choses qui sont linéaires, comme de la reverb par exemple, et aussi c'est que ça prend quand même beaucoup de ressources CPU. Et que c'est pas du tout adapté à la saturation, on va voir pourquoi, parce que la saturation justement elle est non linéaire. Ensuite on a la technique du black box modeling. Alors en fait on va avoir un son d'entrée et un son de sortie, ce son va passer dans un hardware, quel qu'il soit, et on va comparer en fait l'entrée avec la sortie, et après on va essayer d'extrapoler ça, on va créer une fonction mathématique qui va nous dire que quand on envoie ça là-dedans avec ces réglages, il se passe ça, quand on envoie ça là-dedans avec ces autres réglages, il se passe ça. Le problème c'est que ça va être de l'extrapolation, parce que si c'est un hardware qui est assez simple, ça va, on peut réussir à faire plusieurs comme ça tests et puis arriver à faire les extrapolations qui vont bien. Mais si par exemple c'est un hardware avec des lampes, avec un equalizer, avec un compresseur, etc. En fait, à un moment donné, la précision en fait de ce qui se passe à l'intérieur est beaucoup trop faible avec ce système-là, ce qui fait que quand c'est des interactions complexes, ça marche assez mal. Ensuite, on a ce qui est très à la mode, parce que c'est assez facile, c'est le machine learning, donc tout ce qui est à base d'IA, ou quelque chose qu'on appelle un réseau neuronal. On va lui donner énormément d'informations pour que lui, tout seul, puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on va lui donner plein d'exemples, on va mouliner tout ça, mais le problème, c'est que ça va donner des choses qui sont assez réalistes et qui peuvent se comporter de manière non linéaire, sauf qu'en fait ça a ses limites, c'est que déjà à l'intérieur on sait pas du tout, c'est une boîte noire, on sait pas ce qui a été fait, on sait pas pourquoi ça donne ce résultat là. Alors on arrive à essayer de le comprendre, mais en fait c'est pas clair et c'est très difficile à reproduire. Et aussi ça peut donner quelque chose de très instable dans certains cas, parce qu'il y a plein de cas où on n'avait pas prévu cet usage là, et là à un moment le truc a pas été entraîné pour, donc il nous fait n'importe quoi. D'ailleurs on le voit quand vous utilisez les IA, toutes les hallucinations, c'est justement des dérives de cette boîte noire qui n'ont pas été entraîné assez pour prévoir en fait toutes les cas et les usages et les questions possibles. Mais c'est quelque chose qui est facile et rapide à faire, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Et d'ailleurs c'est un peu inquiétant parce que c'est pas forcément la meilleure méthode, puisque pour moi la meilleure méthode, en tout cas dans le cadre comme ça d'un hardware qu'on connaît et en plus qui a de la saturation donc non linéaire, c'est d'utiliser de la modélisation de circuits virtuels avec la technologie SPICE. Alors ne prenez pas peur, mais voilà, en gros, SPICE, alors c'est pas nouveau du tout puisque ça a plus de 50 ans. Ça a été développé dans les années 70 et donc c'est un logiciel qui permet d'émuler des circuits électroniques. Alors c'est pas du tout dédié au VST audio, ça sert vraiment à tout ce qui est électronique, donc tous les appareils avec de l'électronique dedans. Et donc ça permet plutôt que de fabriquer des circuits électroniques, d'abord de les penser comme ça de manière virtuelle pour voir si tout marche bien avant de lancer la production. Donc là c'est ce qu'ils ont choisi chez Freakport et c'est une bonne idée puisqu'en fait ils connaissent très bien, puisque c'est eux qui ont fabriqué ce hardware, ils ont les plans avec tous les composants qui sont dedans, que ce soit les convertisseurs, les résistances, les transformateurs, les lampes évidemment, voilà, tous les circuits qui sont dedans, ils sont connus. Et donc quand ils ont voulu faire ce plugin, en fait dans Spice, alors il y a plein de versions de Spice, il y a des versions payantes, des versions open source. Alors LT Spice est très utilisée parce qu'elle est gratuite, mais il y en a plein d'autres, donc ça c'est un exemple. Et en fait vous avez dedans une sorte de catalogue de tous les composants qui existent, et j'imagine qu'on doit pouvoir aussi créer des composants custom. Et donc on va tout simplement redessiner le circuit. Et le gros avantage c'est quoi? C'est que en fait chaque composant qu'on va mettre sur ce circuit a été analysé et on connaît sa réaction. Et en fait c'est là qu'on voit qu'elle est pas linéaire, parce que regardez, si dans tel composant je mets 4,78 volts, là on voit ici c'est une courbe qui n'est pas du tout linéaire, parce que linéaire elle serait ici toute droite, c'est une courbe qui est logarithmique, donc qui va évoluer différemment en fonction de ce qu'elle reçoit. Et là on voit que par exemple passer 4,90 volts, on commence à avoir quelque chose qui est à son maximum et qui est stabilisé. Bon là c'est un exemple, c'est pour imager, mais vous avez compris. Et donc l'avantage c'est que chaque composant ici est connu, et quand ici dans l'appareil on va entrer tel voltage, on sait que ça va passer par tous les composants et on est capable de déterminer exactement ce que ça va faire à la sortie, mais de manière non linéaire. Parce que si on met ici à l'entrée un voltage qui est faible, on sait exactement ce qu'on va obtenir
une fois que ce sera passé par tous ces circuits à la sortie. Et si on met un voltage qui est beaucoup plus fort, on sait qu'à un moment donné, tel composant, il va saturer, il va être au maximum, et ce qui fait qu'il va interagir différemment avec un autre composant, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, c'est la façon la plus propre et la plus logique et la plus réelle de pouvoir émuler un circuit, puisqu'on sait exactement comment il va se comporter en fonction de ce qu'on lui met en entrée. Là, vous voyez qu'en fonction de ce qu'on rentre dedans, on a quelque chose qui est vraiment très bizarre et qui n'a rien à voir avec quelque chose de linéaire ou d'exponentiel ou de logarithmique. Alors regardez, si je compare ici avec Plugin Doctor, eh bien la saturation de l'inflator, c'est une saturation qui est numérique, c'est-à-dire qu'on sait qu'en fonction du volume d'entrée, vous voyez que je rentre assez fort, eh bien on sait que au niveau des harmoniques paires et impaires, eh bien elles seront répétées de manière tout à fait linéaire et à tel niveau. On voit bien d'ailleurs que la pente, regardez, elle est vraiment quasiment parfaite, quelque chose qui se répète de manière tout à fait claire. Alors que si on va ici sur le FreqTube, regardez, un niveau d'entrée aussi raisonnable, on voit bien que la saturation, elle n'est pas du tout la même et on a quelque chose qui est beaucoup plus chaotique. Mais c'est justement voilà, ce qui fait l'intérêt de la saturation analogique. Là, on est sur le digital, on n'est pas sur l'analogue. Mais vous voyez qu'en fait, dans le mode digital, on a le comportement analogique comme ça qui est non linéaire, qui a été très bien reproduit. Et donc pour terminer sur la création du plugin, je vous explique quand même les étapes, puisque ça c'est la première. La première étape, c'est de recréer le circuit qui est connu, ou alors il faut l'analyser si on n'a pas les plans, mais là ils ont les plans évidemment. Recréer le circuit avec tous ses composants dans LTSpice ou dans un équivalent. Ensuite, une fois que c'est fait, faut comparer, voir si ça correspond. Si on rentre avec 2 volts dans LTSpice, est-ce que on a les mêmes résultats que si on rentre avec 2 volts ici? Donc là, il y a vraiment un travail d'ajustement pour bien voir si la théorie correspond à la pratique. Et ensuite, c'est là où ça se corse, parce qu'il faut écrire ce qu'on appelle un solver pour transformer les équations qui sortent d'LTSpice en code, tout simplement, pour réussir à avoir quelque chose qui est acceptable au niveau du CPU. Parce qu'on ne peut pas faire tourner, malheureusement, LTSpice en temps réel, puisque c'est trop compliqué, ça demanderait trop de ressources, et donc il ne peut pas fonctionner en temps réel quand on fait de l'audio. Et donc là, c'est là tout le talent du développeur qui va réussir à transformer ces équations non linéaires mathématiques qui sortent d'LTSpice pour les transformer en code, pour qu'ils puissent les mettre dans un framework pour pouvoir faire un plugin. Et c'est là justement toute la problématique de savoir à quel point on va simplifier les équations pour qu'il y ait un bon rapport entre qualité du son, émulation et consommation CPU. Ensuite, une fois que c'est fait, faut recalibrer ça avec le hardware pour voir si on s'est pas trop éloigné avec les équations du hardware. Donc là, il faut refaire des passes, analyser, tester. Là j'ai trop optimisé, là j'ai pas assez optimisé, etc., etc. Puis voir si ça se comporte bien au niveau du CPU, bien sûr. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est seulement maintenant qu'on l'intègre dans un plugin. Donc là, on va utiliser un framework. Ce qui est utilisé dans 90% des constructeurs aujourd'hui, c'est Juice. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Juice, ça permet d'utiliser des blocs existants ou bien tout simplement de partir d'un code qui est complètement custom, donc qui a été codé de A à Z par le développeur. Donc c'est le cas ici. Et ça permet aussi de créer l'interface visuelle, de mettre les boutons, les fonctions, le bypass, etc. Une fois que c'est bon, on teste le VST dans un dos. Et c'est là que ça se complique, où il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus, des bugs, des crashs, des trucs qui se comportent pas correctement, des boutons qui sont pas pratiques, des problèmes de workflow, et c'est là où le temps peut être aussi très long d'ajustement, puisque le plugin sonne bien, mais maintenant il faut qu'il soit facile à utiliser et que tout marche bien. Et une fois que c'est fini, on peut publier le VST, et c'est à ce moment-là qu'il arrive chez vous après tout ce travail. Donc j'ai trouvé ça quand même intéressant de vous montrer en fait les techniques qui étaient possibles pour coder un plugin. Je pense encore une fois, ça c'est la plus longue, la plus coûteuse, mais la plus réaliste quand on veut émuler un hardware, mais aussi de comprendre tout le travail qui est fait avant que le plugin arrive chez vous et qui des fois est critiqué de manière un petit peu dure sur certains forums. Donc c'est intéressant de remettre un peu les choses en perspective et de savoir pourquoi certains plugins sonnent bien, pourquoi d'autres moins bien, et quel est le travail qui a été fait derrière. Voilà, j'espère que cet aparté vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair. J'espère aussi que ce plugin vous intéresse. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous trouvez vraiment très innovant et si ça vous donne envie de tester le plugin avant le hardware. N'oubliez pas que vous pouvez gagner 2 plugins et 2 formations MJ Tuto. Le tirage au sort sera fait le mardi 7 avril, donc vous avez jusqu'au 6 avril minuit pour participer. Bonne chance à vous, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Merci à Freqport pour leur confiance et bravo pour leurs produits. Quant à vous, restez connectés parce qu'il y a plein de choses qui se préparent sur cette chaîne. Voilà, j'ai plein de vidéos en cours que je vais publier, donc on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, faites du son et puis bisous.